2 mots encore sur le Madagascar, Moïse Nyofam-Mani, avec la question de la présence de l'armée dans le jeu politique. Oui, alors je disais que je remarque que l'armée est omniprésente dans beaucoup de cas. Dans certains cas, elle est un peu plus discrète, mais elle est là, vous sentez qu'elle est là. Et dans d'autres cas, elle sort, elle se montre. C'est le cas du Zimbabwe, c'est le cas de Madagascar comme nous le vivons actuellement. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut qu'on trouve un mécanisme pour que l'armée véritablement reste au service d'abord des citoyens, mais que l'armée soit sous l'autorité des gouvernants. Et c'est vraiment important. Si nous ne trouvons pas ce mécanisme-là pour pouvoir les caser, je crois que nous sommes mal barrés. Mais est-ce qu'on ne crée pas des situations qui l'obligent à intervenir? Justement, c'est ce que je dis. Je mets tout ça dedans. Oui. Je mets tout ça dedans. C'est-à-dire que je ne dis pas que l'armée vient pour le plaisir de venir. Non. Il y a des situations dans lesquelles on peut dire oui, mais véritablement l'armée est justement là pour calmer les choses à un moment donné. Et donc, il nous revient à nous en tant que politiques de tout faire pour nous comprendre, pour ne pas arriver à des situations qui obligent maintenant l'armée à intervenir. Mais là où le bas blesse, c'est que l'armée aussi intervient parfois, pour ne pas dire la plupart du temps, en prenant position pour les uns. Voilà. Et ça, ce n'est pas bien. Et tant qu'on n'aura pas trouvé un mécanisme, comme je le disais, pour que l'armée reste véritablement républicaine, et que même si elle doit sortir un jour, que ce soit parce que véritablement ça ne va pas, qu'elle vient, elle fait la terre, elle balaye tout le monde et elle met en place les conditions pour que la démocratie puisse reprendre de nouveau. C'est véritablement important. Oui, je crois qu'à Madagascar, l'armée a voulu incarner ce caractère républicain-là. À travers cette sortie, parce qu'un pays, la force d'un pays est incarnée par l'armée. Et là où parle la force, non, écoutez, un président. Oui, mais on s'imagine mal sous d'autres cieux, quel que soit le bordel au sommet de l'État, que l'armée réagisse, on s'imagine très mal. De cette manière, avec un ministre de la Défense qui est en pleine fonction. Écoutez. C'est en cela que je dis toujours que nous, les Africains, nous devons consommer les Blancs avec discernement. Oui. Nous devons... Non, pas modération. Je m'appelle bien le mot avec discernement. Parce que sous d'autres cieux, cette armée, moi je suis même pour qu'on revoie même les tests par rapport au rapport entre les dirigeants et l'armée. Parce que sous d'autres cieux, cette armée est utilisée par les dirigeants contre les populations. Cette armée est utilisée à tort et à travers. Alors que quand vous voyez un peu en Occident, l'armée n'est pas que la force du pays. L'armée est comme un laboratoire. Nos applications WhatsApp, tout ça, il y a beaucoup de choses où c'est l'armée qui fait ces inventions. Mais ici, en Afrique, l'armée est instrumentalisée, est utilisée à tort à travers. C'est un génie militaire, vous l'oubliez. Quand vous leur donnez des chaussées à faire, ils le font très bien. Les médecins militaires, vous savez, c'est les meilleurs. Ou pour un oui ou pour un non, et peut-être un responsable d'une structure de l'État peut faire déferler les gendarmes, les militaires sur les citoyens et avec ego déclaré, on va voir comment on mate les gens et puis on utilise l'armée de tort à travers. Donc l'armée se laisse utiliser. Oui, donc à Madagascar, l'armée a voulu quand même montrer un caractère républicain parce qu'il voit que les gens sont dans des intérêts politiques, ils sont dans des... Est-ce qu'elle a besoin d'intervenir quand la haute cour est déjà en jeu? On lui demandait que de se taire. C'est la grande et vous savez, et certainement qu'elle a été requise... Il n'y a pas de trouble dans le pays. Elle a été requise pour mater les populations. Mais elle a refusé. Et elle a interpellé les acteurs. Attention, l'armée n'a pas fait une sortie pour confisquer le pouvoir, non. L'armée n'a pas fait une sortie. Elle a dit, si vous ne réglez pas le problème, nous allons intervenir. Non, oui, il faut mettre un peu de ménage pour que les acteurs se ressaisissent. Mais elle n'a pas fait une sortie pour confisquer le pouvoir, au contraire. On doit permettre à l'armée de venir de sonner la fin de la récréation. Non, au fait, quand le gouvernement en place a été mis en place par le peuple de manière démocratique. L'armée doit être sous l'autorité des dirigeants qui ont été choisis par le peuple.
Donc l'armée n'a pas à faire des intrusions sur, dans la vie, sur la scène politique. Il doit être au service du peuple. Et ceux qui incarnent le peuple, c'est ceux à qui le peuple a donné le pouvoir de le diriger. Vous savez, contre le peuple. Le risque contre le peuple. Le risque à vouloir encourager l'armée à intervenir à chaque moment, on ne le mesure pas lorsqu'on se dit, bon, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, nous, on veut le balayer. L'essentiel, c'est de pouvoir le balayer. On ne le mesure pas, mais cette armée, lorsque vous lui ouvrez cette brèche-là, elle reviendra encore. Et c'est ce qui s'est passé au Togo depuis l'année 63. C'est-à-dire que vous ouvrez cette brèche-là, l'armée reviendra toujours. Donc, à mon sens, il faut trouver les moyens pour que nos armées en Afrique, comme l'armée malgache dont nous parlons tout à l'heure, puissent rester d'abord dans les casernes, laisser les institutions telles qu'elles sont là et qu'elles existent, elles n'ont pas encore été déstabilisées, prendre d'abord ce qu'il faut comme mesure. Et si nous sommes dans un contexte de troubles avérés, on peut maintenant comprendre une sortie d'une armée qui vient, qui fait bas la terre, mais qui permet aux institutions de revenir en force. Pas une armée qui vient et qui met tout bas la terre et puis on va maintenant un général qui vient prendre le pouvoir, on remet etc. Non. Oui, mais en tout cas, ce qui s'est passé à Madagascar, moi je salue cela parce que l'armée n'a pas fait une sortie pour mettre un frein au fonctionnement des institutions, ni pour demander au président de démissionner, ni pour prendre le pouvoir. Mais l'armée a fait une interpellation en toute impartialité et ma foi, je crois que c'est salutaire. Voilà. Nous allons aborder maintenant le dernier sujet qui concerne le Togo, les nouvelles manifestations de l'opposition. En tout cas, ce mercredi devait être le J1 de ces manifestations, mais Moïse Nyonfam, on constate que ça n'a pas eu lieu. Oui, bon, moi je n'étais pas véritablement à Lomé. Oui, c'est le constat. Oui, mais en partant et en revenant, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas eu l'ambiance des grands jours de manifestation comme on les connaissait notamment depuis le 19 août dernier. Et je peux me dire qu'il y a 2-3 facteurs. Le premier facteur d'abord, c'est que véritablement le problème qui s'est posé au niveau des itinéraires, puisque la marche en elle-même n'est pas interdite, mais le problème c'est les itinéraires. Alors, la loi telle qu'elle demande à ce que l'autorité publique essaie de discuter avec les partis politiques pour s'entendre sur l'itinéraire qui convient pour que cela soit facile aux uns et aux autres. Est-ce que cette loi-là est bien appliquée? Je ne saurais le dire. Maintenant, de l'autre côté, il y a le fait que ce qui a commencé depuis le 19 août, il y a eu toute une euphorie au début. Mais à un moment donné, on sent que les choses ont commencé par s'effriter un peu. Et je ne donnerai que pour preuve une lettre que je crois nous avons tous lue sur les réseaux sociaux. Le président du CAR. Où le président du CAR, qui je rappelle est membre de la coalition des 14. De la coalition des 14. Et qui dit qu'à une réunion, la réunion du 8 mai, ils ont reconnu tous qu'ils étaient dans une certaine impasse. Alors cela veut dire que véritablement les choses telles qu'elles devaient se passer avec la naissance de cette coalition n'ont pas été. Donc la première raison, je dis, c'est le gouvernement qui interdit. La deuxième raison, c'est que au niveau même de la coalition, les choses n'ont pas fonctionné. Et quand ça ne fonctionne pas trop bien, c'est que la mobilisation faiblit. Donc il y a cet aspect. L'autre aspect, naturellement, on peut dire également, parce que nous avons eu une journée pluvieuse, et ça a peut-être un moment... Mais un peuple qui, dit-on, veut son changement, la pluie ne doit pas l'empêcher aussi. Je dois dire que les manifestations de cette semaine m'ont un peu intrigué. Intrigué à plus d'un titre parce que, d'abord, lorsque vous suivez l'audio du leader du PNP, Tipi Achadam, il disait qu'aujourd'hui doit être véritablement la grande bataille et qu'à partir de demain, d'ailleurs, on pouvait célébrer la victoire en termes de départ du président actuel du pouvoir. Alors, cela m'a intrigué parce que quelques jours avant, cette même coalition s'est retrouvée avec le pouvoir le samedi et dernier. La commission de la CEDEAO. Les représentants de facilitateurs. Voilà. Et on a même parlé de nouveaux dialogues, de relance de dialogue avec un peu plus de structuration, etc. Et je crois que les propositions du CAR vont dans ce sens-là. Parce que quand vous prenez un médiateur ou un facilitateur qui est un chef d'État, qui a son agenda pour gouverner son pays, etc., c'est extrêmement difficile
qu'ils puissent se mettre ou se rendre vraiment disponibles. Donc moi j'avais toujours dit qu'il serait bien qu'on opte pour ce qui a été fait en 2006, qui a porté des fruits. Ces fruits peut-être n'ont pas été totalement mis en œuvre, mais on remarque que cela a porté quand même du fruit. Alors, pourquoi ne pas essayer ce qui a au moins réussi? Yao Ekolo Nkono, vous arrivez à vous retrouver dans ces nouvelles manifestations programmées, vous arrivez à vous faire une raison, oui, on a raison de les programmer? Alors, à ce que je sache, je sais que les précédentes itinéraires qu'avait toujours emprunté la C14 ont été définis de façon consensuelle. Et je crois que c'est ce que la loi recommandait. Et maintenant... mais la même loi permet au gouvernement, pour une raison ou une autre... De façon unilatérale. Si de façon unilatérale. Si vous lisez la lettre réponse du gouvernement, il dit qu'il y a eu une discussion avec un envoyé de la coalition où le gouvernement a fait part d'un certain nombre de problèmes posés par des riverains et qui sont dans l'obligation de proposer d'autres itinéraires. Ben, écoutez, la loi dit qu'il faut définir les itinéraires de façon consensuelle. Il faut que nos acteurs soient responsables. Donc finalement, qu'ils restent responsables. Donc finalement, pour vous, il n'y a pas d'échec, c'est un problème d'itinéraire. Maintenant, cette question de plainte, est-ce que la C14 est vraiment rassurée qu'il y a réellement des plaintes? Parce que quand vous écoutez les gens se disent, mais quand ils manifestent, au contraire, c'est les riverains qui les apprécient, qui les applaudissent, etc. Alors maintenant, il revient au gouvernement de vraiment convaincre la C14 que, effectivement, sur cet itinéraire qu'ils avaient consensuellement défini, que la C14 a toujours emprunté, qu'il y a des gens qui se voient lésés. Et en plus, la plainte, elle se formule. Quelle est la structure qui gère les plaintes? C'est la justice. Alors donc, vous savez, les gens sont dans une sanglante rivalité qui ne dit pas son nom. Et aucun d'entre eux ne se voit dupe. Donc, le gouvernement... moi, ma foi, je ne peux pas déclarer ici que la mobilisation affaiblit, dans la mesure où à chaque fois qu'on annonce des manifestations, qu'il y a les militaires et à tous les coins de rue, etc., bon, je ne peux pas dire que la mobilisation affaiblit, mais au contraire, je sens en cela le fait que les Togolais n'ont pas vraiment l'amour pour l'affrontement. Oui, mais avant cela, oui. Quel était le risque, enfin le problème, si la coalition manifestait sur les itinéraires qui lui étaient donnés? On ne la renvoyait pas vers le Bénin ou vers le Ghana, c'est au Togo, c'est le lieu qui lui était donné. Est-ce que ça répond à l'esprit de la loi? Avant même d'évoquer l'esprit de la loi, mais bien sûr, si on estime que les manifestations, vous ne pouvez pas faire fi de la loi. Que les manifestations, c'était pour montrer notre force. Est-ce qu'il n'y a que sur ces itinéraires qu'on peut les montrer? Monsieur Samuel Niaoui, vous ne pouvez pas vous fonder... Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Oui, justement, sur parce que... la question même des itinéraires. Oui, parce que... On n'a pas renvoyé la coalition vers le Ghana. Parce que, vous savez, vous êtes en train d'exprimer un entendement personnel. Et un entendement personnel... Oui, un entendement... Oui, une question qui relève d'un entendement personnel qui ne peut pas avoir d'avis favorable et qui, ma foi, pour certains, serait comme prendre parti... justifier le gouvernement. Et donc, si vous permettez pour finir, il y a la loi qui régule les manifestations et la loi dit que les itinéraires doivent avoir un consensus, les itinéraires à emprunter. Alors si les itinéraires je rappelle aussi, puisque vous évoquez la loi, la même loi donne autorité au gouvernement, enfin à l'autorité. De définir des itinéraires de façon unilatérale. Ce que je veux dire, d'interdire une manifestation pour une raison ou une autre. Alors, donc, si c'est une interdiction, il faut que ça soit clairement... Non, je vous apporte juste une précision. Oui, c'est ce que je dis. Là, on n'est pas dans une interdiction. Alors, donc si ce n'est pas une interdiction, je propose tels itinéraires. Si ce n'est pas une interdiction, alors convenez avec moi que
Et cet itinéraire est défini de façon unilatérale. Pour vous, et ça n'est qui justifie pas pour moi. Ça viole l'esprit de la loi. Oui. Parce qu'il faut définir l'itinéraire de façon consensuelle. Je voulais réagir justement par rapport à la question pour dire, ne nous voilons pas la face. Le pouvoir est dans la logique de tout faire pour que ces manifestations ne tiennent pas. Donc du coup, la loi, dès qu'elle offre une petite faille, on peut entrer et puis faire... manipuler. Mais est-ce que c'est compliqué de manifester là où c'est là où je voudrais dit, je vous propose d'aller. Maintenant, là où l'opposition ou la coalition des 14 pouvait maintenant essayer de faire changer un peu les choses, c'est faire comme ce qui se passe au niveau de Sokolé. Vous savez, à Sokolé, lorsqu'on a interdit les manifestations, les gens se sont organisés. S'il faut aller marcher à Tchamba, par exemple, vous avez tout un déplacement de la population qui va marcher, par exemple, là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se dit, eh bien, comme vous permettez au moins qu'on marche quelque part, nous irons manifester pour vous montrer que notre premier objectif, c'est l'effectif que nous voulons en tête. Mais, ce qui me dérange en cela, c'est qu'on ne va pas tout le temps dans l'opposition se dire, mais lorsque le pouvoir interdit, et le pouvoir va toujours imposer certaines choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il ne faut pas que l'opposition soit obligée de s'adapter à ce que le pouvoir fait. À un moment donné également, le pouvoir n'a qu'à essayer de se dire... Moi, je prends par exemple sur les 3 jours de manifestation. Pourquoi le pouvoir ne dit pas, par exemple, que pour la première journée, la deuxième journée, nous permettons cet itinéraire, pour la seconde journée, un autre itinéraire, vu qu'on dit qu'il y a une certaine paralysie des activités sur ces différents itinéraires. Parce que les itinéraires qui ont été définis là, vous pensez qu'il n'y a pas d'activité économique là-bas? Donc moi je pense qu'on aurait pu le faire en disant, premier jour, nous acceptons tel itinéraire. Donc nous n'en mettons pas, c'est-à-dire que les riverains d'une seule voie, pendant tous les jours, nous permettons à ce que vous marchiez. Premier jour, si c'est à Goué ou je ne sais pas où. Deuxième, vous allez à Bègue et puis après, vous allez ici. Non, si vous permettez. Oui, non, juste une seconde. Non, juste une seconde, si vous permettez. Par rapport à ce que vient de dire Moïse, souvenez-vous que des militants des partis politiques, quand ils se déplacent pour aller au lieu de rassemblement des manifestations, ils sont tabassés. Parce que, ayant arboré le t-shirt de leur parti, on envoyait à Tikoumé, à Goué, etc. C'est pas normal, nous sommes tous des Togolais. Oui. Je n'ai pas dit que c'est normal. Moi, je suis allé à une... Non, je ne dis pas. Oui, non. Quand vous dites qu'il faut que les gens se déplacent en masse, même c'est comme si les gens sont persécutés. Et nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Dans la rubrique du sujet togolais, permettez-moi d'avoir une pensée pour le chef de l'État togolais, son Excellence Fort Essence-Nina Gnassingbé, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, à qui je souhaite joyeux anniversaire. Ceci dit, et ne nous voilons pas la face, et l'opposition n'arrive plus à mobiliser pour ces manifestations. N'arrive plus à mobiliser? Oui, bien sûr, pour ces manifestations. Le pouvoir ne laisse pas l'opposition manifester. Maître Aprimo a répondu à ça. Là où elle doit manifester. Qu'on la laisse manifester. L'opposition, on verra. Vous avez tout dit, vous avez dit beaucoup de choses ici. Ils ont dit beaucoup de choses. L'opposition n'arrive plus à mobiliser comme au début des manifestations en août. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé, je crois, tout récemment. Ils ont annoncé des manifestations qui n'ont pas pu tenir parce que les gens ne sortent plus comme avant. Pourquoi? Au Togo, notre opposition est toujours dans la logique de la confrontation. L'opposition est multiforme, elle parlait de la C14. La C14, je veux parler de la C14 exactement, qui est dans une stratégie de confrontation, de défi de l'autorité. Mais si l'autorité abuse aussi du pouvoir, manipule les gens, j'en viens. Il va de soi que les gens ne vont pas se coucher devant elle aussi. Oui, mais ce que nous constatons, je suis sûr que notre opposition, lorsque les gens sortent, 1 million de personnes sortent derrière eux, ils ne peuvent jamais annuler des marches, même si on leur dit de marcher à un lieu donné. C'est parce qu'ils n'arrivent plus à mobiliser. Et les gens ne sortent plus. Pourquoi? Je peux vous donner quelques motifs. Au début de ces manifestations en août, on a dit à la population que c'est pour faire partie le président de la République. On n'a pas dit la vérité à la population. C'est pour faire partie, c'est une insurrection qui ne dit pas son nom. Et dans l'euphorie,
les gens ont suivi cette opposition pour leurs militants à qui on promettait la fin du régime. Et il suffisait de marcher une semaine pour que ce régime parte. Donc nous sommes au Togo et nous connaissons les Togolais. Au fur et à mesure que les jours passent, les gens se sentent désillusionnés. Au même moment, on découvre la vraie raison, le vrai motif de ces manifestations au niveau de l'opposition, de la C14. Et je peux quand même classer les objectifs de la C14 en trois points. Rapidement. Au niveau, il y a certains qui marchent, certains qui organisent ces manifestations pour ils viennent de rentrer sur la scène politique, ils veulent montrer qu'au niveau de l'opposition, ils sont les meilleurs. Je veux parler du PNP. Au niveau de l'ANC, on avait perdu entre-temps la mer et on n'était plus populaire comme avant. Et n'oubliez pas qu'avant le 19 août, le 3 août, l'ANC avait organisé des manifestations qui n'ont pas été suivies. Et quand le PNP a organisé la sienne, les gens ont couru pour récupérer, pour se faire encore un nom au niveau de l'opposition. Deuxième groupe de personnes, ANC. Troisième groupe, il y a des partis politiques qui ne se résument qu'à leurs responsables, qui n'ont pas de militants et qui profitent aussi de la situation pour se faire un nom. Et chacun fait son calcul au niveau de ces manifestations. Et arrivé à un certain moment, je vais parler aussi de l'impact de ces manifestations intempestives sur l'économie togolaise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une étude qui est au niveau de la Chambre du commerce qui montre clairement que ces manifestations ont de l'impact sur l'économie. Est-ce que tout ça aussi, c'est pas fait par le pouvoir pour au fait, que ça vous fait mal, voilà, on veut décourager? Voilà, vous pouvez dire que le pouvoir, même la coordinatrice de la C14, Madame Brigitte Adjamabo, a déclaré et de manière indirecte que leur manifestation était faite pour peut-être gêner les riverains. Oui, non, vous savez, et il y a... on va parler rapidement. Oui, très rapidement. Oui, mais j'ai été... Oui. Ma parole a été, ils ont tellement parlé. Mais il y a un aspect, Monsieur Beausoleil, il y a quelque chose que vous avez dit que, ma foi, je pense que... excusez-moi les termes un peu hasardeux, parce que quand vous dites qu'aux populations, on a dit que quand vous sortirez, que le pouvoir va partir et les gens sont sortis nombreux. Donc, est-ce que vous êtes en train de... Non. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la majorité des populations, ils sont sortis nombreux parce qu'ils veulent le départ du régime? Oui, mais est-ce que vous avez dit, quand on a servi aux gens, que oui, que rapidement, le régime va partir. Donc, c'est pourquoi les gens sont sortis beaucoup. Donc, vous voulez dire que les populations sont sorties beaucoup parce qu'ils veulent le départ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les gens sont sortis nombreux. J'ai dit ceux qui ont suivi l'opposition ont été désabusés parce qu'au départ, on leur avait dit qu'en une semaine, le pouvoir allait partir. On connaît les Togolais. Quand ils vous suivent, vous leur mentez. Quand ils vous suivent, arrivé à un certain moment, ils ne vous suivent pas. Moi, je crois que si nous nous attardons sur la mobilisation, est-ce qu'elle grandit, est-ce qu'elle faiblit, etc., nous perdons un peu de temps. D'accord? Ça, nous faisons juste une causerie. Mais là, nous sommes face à nos compatriotes et nous avons des situations alarmantes auxquelles il faut trouver une solution. Et puisqu'il s'agit d'une crise politique, il faut véritablement que les politiques s'asseyent et trouvent la solution. Moi, je dois dire, et ça, j'ai été un peu déçu par le président de la République. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. J'ai été déçu parce que, après 2015, j'ai espéré que le président lui-même impacte les réformes, vu les péripéties de 2014. Et je crois qu'en 2014, vous vous souvenez, il y a eu même cette proposition-là de Maître Yami Abobo et d'autres qui disaient, mais le mandat en cours, premier mandat, et puis le second, deuxième mandat. Et je rappelle que si l'opposition avait soutenu cette proposition-là et qu'éventuellement UNIR avait accepté, nous serions en train de finir le second mandat du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Vous voyez un peu. Mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, nous sommes rentrés en 2015. Il aurait fallu que le chef de l'État lui-même impacte cela. Ça n'a pas été fait. Mais jusque-là, ce n'est pas tard. Pour moi, dans cette situation morose où le dialogue est en train vraiment de piétiner, on ne sait pas ce que véritablement les médiateurs, etc. doivent faire. Moi, j'ai envie de voir un chef de l'État sortir rapidement un projet de loi qui prenne en compte toutes les propositions
lorsque vous prenez par exemple la rencontre du HCRUN, il y a des propositions que certains partis politiques, dont le NET par exemple, nous avons fait quelques propositions. Il y a d'autres citoyens, il y a des gens que je lis et qui profondément essaient de sortir des choses. Il y a un ami qui s'appelle Madi Diabakate qui fait vraiment des propositions avec son organisation de la société civile. Nous avons le CACIT qui essaie véritablement de faire des propositions, etc., etc. Et nous avons même la C14 quand même qui essaie de faire quelque chose. Il est évident, on ne doit pas demander aujourd'hui à la C14 de revenir sur un média ou je ne sais pas où dans la rue pour dire, eh bien maintenant nous abdiquons, nous n'avons plus envie de la C92 originale ou originelle, mais non. Ce qu'il faut dans cette situation-là, que personne... Monsieur Eric Dupuy a dit que les 5 points reviennent toujours au 45. Oui, voilà. Donc, ça aussi, je n'ai pas aimé parce que ça fait une petite duperie. Donc, alors, moi, ce que je propose, c'est que le chef de l'État, dans cette situation-là, sorte lui-même un document. Je ne parle pas des 3 petits articles qu'on avait sortis. Si aujourd'hui, le chef de l'État lui-même sort les réformes, même si à la limite, il enlève le en aucun cas, et qu'il soumet ce document-là au Parlement. Nous allons voir comment le Parlement va réagir. C'est mieux pour moi je le dis, c'est la meilleure option peut-être. Les réformes, le projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale le 5 septembre et qui a été voté le 19 septembre, je crois que l'opposition a manqué un rendez-vous pour pouvoir accompagner et le pouvoir en place à avoir au moins les réformes essentielles. Toute la place, l'élection à 2 tours, la limitation du mandat du président à 2. C'est ce que nous avons revendiqué, c'est ce que les politiciens ont revendiqué depuis. Mais je me rappelle même en 2014, lorsque... Oui, ça c'est est-ce que UDI a revendiqué? Est-ce que UDI a revendiqué? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que UDI a revendiqué? C'est ce que l'opposition a revendiqué. J'en ai pour preuve la proposition de loi que l'opposition parlementaire même avait déposé à l'Assemblée en 2014. Oui, sauf que c'était pour même récemment, même en 2017, il y a eu une proposition qui a été ajournée. Dites-moi clairement, en dehors de la limitation de mandat, la limitation de mandat et du mode de scrutin, quelle réforme, dites-moi, sur ce plateau, de manière claire, quelle réforme l'opposition veut concrètement que lorsque vous prenez... On n'a plus le temps de répondre voilà, à la question. donc merci tout ce qui sert réforme à vous d'être passé dans cette la proposition qui a été ajournée récemment, si elle avait été prise en compte, on n'en serait pas là. Ce n'est pas fait, c'est essentiel. À demain.